Donc, alors, pour comprendre le modèle néoclassique, ce document qui est devant vous, je vais vous l'envoyer, donc, et premier point à comprendre. Première précision, c'est pour rebondir sur la remarque de votre camarade qui a parlé de modèle réduit. Vous devez noter que modèle réduit en macroéconomie est un mot réservé pour signifier autre chose que l'exemple que j'ai pris la semaine dernière du modèle réduit d'un avion ou d'une automobile ou d'une maison, serait une maquette, par exemple. Modèle réduit en macroéconomie, ça signifie autre chose. On distingue modèle réduit de modèle structurel. Ce qui est présenté devant vous, ça s'appelle la forme structurelle du modèle néoclassique. La forme structurelle du modèle néoclassique. Donc, en macroéconomie, on distingue entre une forme structurelle d'un modèle et sa forme réduite de ce modèle. C'est quoi la forme structurelle d'un modèle? C'est les équations du modèle tel qu'il a été conçu par les théoriciens de ce modèle. Et on trouve dans cette forme structurelle l'ensemble des types d'équations dont j'ai parlé la semaine dernière, ou peut-être la semaine d'avant. Vous avez un exemple devant vous de forme structurelle où vous avez en premier, vous avez 1, 2, 3, 4 blocs d'équations. 4 blocs d'équations. Ne vous laissez pas impressionner par les équations. Essayez de comprendre simplement la logique de la fabrication d'un modèle dans sa forme structurelle. Rappelez-vous, il y a une semaine ou deux, j'ai parlé des équations d'équilibre, des équations de comportement. Vous vous rappelez de ça? D'accord? Des équations de définition, etc. Donc, la forme structurelle, c'est l'expression des équations de comportement des agents selon la théorie qui a construit ce modèle. On trouve donc en premier lieu les équations de comportement, comme ici. Ici, le quatrième bloc, c'est les équations de comportement. Vous avez l'équation C11. Alors, quand on voit C, c'est C comme comportement. L'équation C11, c'est la 11e question du modèle, où on voit Y égale fonction F de N exposant D. Donc, c'est Y qui est le PIB, ou la production, est une fonction de la quantité de travail demandée par les entreprises. Y égale fonction de ND. Qu'est-ce qu'elle signifie, cette équation? Après, elle est expliquée un peu plus, ou détaillée un peu plus, comme étant A, comme le paramètre A qu'on a vu il y a plusieurs semaines auparavant, qui serait un facteur qui représenterait
je ne sais pas si quelqu'un s'en rappelle, que représente A dans une fonction de production. Ça, c'est une fonction de production. Rappelez-vous, A, ça représentait la productivité globale des facteurs, la PGF, ou la PTF, la productivité totale des facteurs. C'est un facteur multiplicatif de la quantité de travail demandée N exposant D à la puissance alpha. Alpha étant un paramètre compris entre 0 et 1, d'après ce qui est écrit ici. Et vous avez là une équation de comportement de la production. La production est un facteur, enfin est un montant obtenu par cette équation ou cette fonction mathématique dans laquelle la quantité de travail qui détermine la quantité produite, bien cette quantité de travail, elle est considérée comme exogène. C'est-à-dire, si la quantité de travail est égale à 100 et que le petit alpha est égal, par exemple, à 1,5, si on vous donne à quoi est égal A, eh bien, le PIB est égal à ce A multiplié par la quantité de travail qui serait égale à 100 à la puissance 0,5, c'est-à-dire racine de 100 égale à 10. Et donc, vous aurez la production égale 10 fois A. Si A est égal à 1, vous aurez production égale à 10. Cette formule donne le comportement de la production Y, qui est considérée comme étant une variable endogène dans cette équation. Donc, elle est donnée par la quantité de travail demandée par les entreprises. ND, c'est la quantité de travail demandée par les entreprises. Donc, vous avez ici le comportement de la production dans ce pays, dans cette économie. On dit qu'on a une fonction une équation de comportement de la production. Les deux autres équations, C12 et C13, donnent le comportement, la première de la demande de travail, ND, N exposant D, elle est égale à une fonction de W sur P. W majuscule, c'est le salaire nominal. Tout ça, c'est expliqué dans le document, les notations. Donc, W, grand W, c'est le salaire comme wage. Et grand P, c'est le niveau général des prix de l'économie. Et donc, vous aurez la demande de travail des entreprises. Elle est une fonction. Plus tard, on expliquera pourquoi elle est décroissante, une fonction décroissante du salaire réel. C'est-à-dire, quand le salaire réel augmente, la demande de travail des entreprises baisse. Parce qu'elles trouvent le salaire plus coûteux, le travail plus coûteux, et elles demandent de moins de personnel. Donc, nous avons là une fonction ou une équation de comportement de la demande de travail des entreprises. Donc, tout ça, après, bien sûr, la C13, c'est la même chose pour l'offre de travail, c'est-à-dire l'offre de travail qui vient des salariés. NO comme offre. Dans certains livres, vous trouverez NS comme supply of labor, c'est-à-dire l'offre de travail. Ici, NO est une fonction NO de W sur P, mais cette fois croissante. Si W sur P augmente, c'est-à-dire le salaire réel du marché du travail augmente, il y a plus de salariés qui se présentent pour offrir leur force de travail. Donc, c'est une fonction croissante. On dit qu'on a là une fonction ou une équation de comportement des travailleurs sur le marché du travail selon le salaire réel.
Donc, vous avez une série d'équations comme ça. Les équations 14-15 en bleu, ce sont des équations de comportement de quoi? D'après vous. De S et de I. C'est quoi S? Et donc, l'épargne, c'est une offre ou une demande? Logiquement, depuis qu'on... Et l'investissement, c'est une offre ou une demande? Il faut toujours distinguer. Hein? Allez. Dites, si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Je l'ai déjà expliqué, cette idée. Parce que regardez, ND, c'est quoi? C'est une demande ou une offre? Hein? ND, là, qui est écrit là. Une demande de quoi? De travail. De la part de qui? Les entreprises. Et NO, c'est quoi? Une offre ou une demande? Une offre de quoi? Une offre de quoi? De travail. De la part de qui? Des salariés. Donc, c'est toujours la même logique. Il y a une offre et une demande, ils se rencontrent sur un marché, mais chacune vient d'un agent, n'est-ce pas? Ici, S, c'est une offre ou une demande? L'épargne, c'est une offre ou une demande? Je l'ai expliqué plusieurs fois, celle-là. L'épargne est une offre d'épargne. De la part de qui? Des épargnants. Les ménages, par exemple, qui consomment moins que le revenu. Il leur reste quoi? De l'épargne. Ils l'offrent à qui? À ceux qui veulent investir. Et c'est qui investissent en général dans les modèles simplifiés? C'est qui investit? Les entreprises. Donc là, vous avez une équation S qui explique comment se comporte l'épargnant, le ménage qui épargne. On explique son comportement d'épargne. Et la suivante, elle explique le comportement de qui? De demande d'investissement de la part des entreprises. D'accord? Donc, vous avez une série d'équations qui expliquent les comportements. Bien sûr, l'investissement est des fonctions de quoi? Les gens investissent plus ou moins en fonction de quoi? Les entreprises investissent plus ou moins en fonction de quoi, d'après vous? Quand est-ce que les entreprises, normalement, demandent moins d'investissement? Elles reportent des investissements pour plus tard. Non, pas quand le profit. Non. Peut-être que vous pensez à des choses justes, mais en général, on pense que l'épargne, comme l'investissement, dépendent d'une variable qui s'appelle le taux d'intérêt petit r. R comme rate. OK? Le taux d'intérêt R. Ici, le taux d'intérêt est noté petit r, le taux d'intérêt réel. Si tu vas investir, il faut que tu empruntes de l'argent. Tu empruntes moins d'argent pour investir lorsque le taux d'intérêt est élevé, n'est-ce pas? Et l'épargnant, il fait exactement le contraire. Quand le taux d'intérêt augmente, il épargne plus ou moins? Hein? Plus. Voilà. Donc, vous avez là deux fonctions de comportement, l'une de l'offreur d'épargne et l'autre de demandeur d'épargne. On dit l'offre d'épargne et la demande d'investissement. Parce que n'oubliez pas une chose, je l'ai expliqué ça dans le cours. L'épargne et l'investissement, c'est les deux faces d'une même chose. D'accord? Les deux faces d'une même chose. L'une, la face offre, l'autre, la face demande, de la même chose. C'est quoi cette même chose? C'est l'excédent de revenus sur la consommation. Le reste s'appelle de l'épargne. Quand cette épargne est offerte, qu'est-ce qu'il en fait, celui qui la prend, cette épargne? Il va l'investir. Donc, épargne et investissement, c'est deux facettes de la même chose, n'est-ce pas?
comme le travail, NO et ND, c'est les deux facettes de l'emploi. L'offre de travail et la demande de travail, c'est les deux facettes, les deux faces d'une même chose. Elles vont se rencontrer sur un marché. Ici, ce sera le marché du travail en jaune. Ici, ce sera le marché des capitaux, n'est-ce pas? Parfois, on dit le marché de l'épargne et d'investissement. On dit aussi le marché des capitaux. D'accord? Donc, ces équations-là, ce bloc-là, c'est les équations de comportement des agents de cette économie, n'est-ce pas? Et j'ai expliqué que ça ne suffit pas d'avoir les équations de comportement des agents de l'économie pour avoir un modèle complet. Il faut aussi, à côté ou avec les équations de comportement des agents, donner les équations d'équilibre de ces marchés. Parce que là, vous avez un marché de travail, un marché de capitaux, n'est-ce pas? Je n'ai pas expliqué la dernière, je vais l'expliquer dans un instant. Là, c'est 16. Vous avez ici M2 et M3, M2 plutôt, l'équation M2, c'est l'équation du marché du travail. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que pour que l'économie soit en équilibre, la condition, c'est que l'offre de travail doit être égale à la demande de travail. Ben, c'est ce qu'on écrit ici. Les conditions d'équilibre des marchés, NO égale ND. Hop! S'il vous plaît. Arrêtez de m'embêter, hein? Vous avez compris? Donc, vous avez la même chose pour tous les autres marchés. Marché de la monnaie aussi nécessite un marché. C'est expliqué ici. Vous avez une chose particulière, c'est un peu particulier la monnaie et son marché. Dans le modèle néoclassique, vous verrez l'explication de la notion de dichotomie de l'économie néoclassique. C'est que tout ce que vous voyez dans ce modèle, tout. Donc, n'oubliez pas, j'étais en train de parler de ce modèle, j'ai expliqué les équations de comportement. Toutes ces équations de comportement, les équations de contraintes budgétaires, les conditions d'équilibre du marché, il y a une équation qui est très importante dans l'équilibre du marché. C'est laquelle? C'est la toute première. Qu'est-ce qu'elle dit? D'où est-ce qu'elle vient, la toute première équation? L'équilibre du marché. C'est Y égale C plus I plus G. Ça vous rappelle quelque chose, cette équation? Plus fort? Qu'est-ce qu'elle vous rappelle? La première équation fondamentale du circuit. Pourquoi tu parles du circuit, n'est-ce pas? Voilà. Ah, j'ai mal entendu alors, excuse-moi. La première équation fondamentale du circuit. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que les ressources de l'économie sont égales à l'ensemble des demandes, l'ensemble des emplois de l'économie. Donc, c'est une contrainte qui doit être respectée. C'est une des premières contraintes, une des premières équations d'équilibre, si vous voulez, des marchés. C'est l'équilibre de quoi quand on dit Y égale C plus I plus G? Si la deuxième, c'est l'équilibre du marché du travail. La première, c'est l'équilibre de quoi? Du marché des biens et des services. Y, C, I, G, c'est des biens qui s'échangent sur le marché des biens et des services. Donc, vous avez un premier, le marché, c'est celui des biens et des services. On a sa condition d'équilibre. Deuxième marché, le marché du travail. Après, le marché de la monnaie. Après, vous avez le marché des titres. Le marché des titres, c'est le marché des capitaux ou le marché de l'épargne et de l'investissement. Donc, cet ensemble d'équations, dont les plus importantes qui viennent de la théorie économique néoclassique dans ce cas-là,
c'est les équations de comportement, le bloc 4 du modèle, accompagné, comme on l'a expliqué à l'entente, des équations d'équilibre, des contraintes, des équations d'équilibre des marchés, etc. Et puis, vous avez les définitions, les équations de définition. C'est-à-dire, on définit ce que c'est les taxes. Quand vous avez taxe rang T, ça veut dire un rang à gauche d'une variable, ça veut dire que cette variable est exogène. C'est expliqué en jaune là-haut. Ça veut dire que les taxes T, c'est une donnée exogène. On la connaît de l'extérieur du modèle. Les dépenses publiques G, c'est aussi une variable exogène connue de l'extérieur. En général, elles sont connues de l'extérieur parce que ce sont des variables de politique économique de l'État. C'est l'État qui décide combien il va taxer et combien il va dépenser. T et G. On dit que ce sont des variables d'action de l'État. Donc, ils sont connus quand l'État décide de faire tel niveau de taxe et telle dépense, on les connaît. Et puis, vous avez la dernière équation des définitions, la 10e, MO, la quantité offerte de monnaie. Et rang M, avec un petit rang à gauche et non pas à droite, ça veut dire que la quantité de monnaie, là aussi, est une variable exogène décidée par qui? En général, pas par l'État, mais par la Banque centrale. Mais on peut dire l'État, si vous voulez, qui décide de la quantité de monnaie dans l'économie. Donc, on connaît T, G et M, n'est-ce pas? Donc, cet ensemble d'équations, de comportements les plus importantes, d'équilibre des marchés, des contraintes et de définition, c'est ça qu'on appelle, rappelez-vous de quoi j'ai commencé à parler, le titre de mon petit exposé, c'est la distinction entre forme et forme. Forme laquelle? Non, pas stock, tu viens d'arriver, jeune homme. Excuse-moi, je te coupe là. Je te coupe dans ton élan. Parce qu'on parlait d'autre chose, tu viens juste d'arriver. Hein? Écoute, au lieu de rigoler, écoute, répète-lui. Ça te dit quelque chose, ça? Bah, parce que tu viens d'arriver, donc pour ça que je t'ai coupé. Bon, tous les deux, je vous coupe tous les deux. Vous l'avez bien mérité, tous les deux. Mais avec les masques, je ne sais pas à qui a parlé quoi. Et comme tu viens d'arriver, j'ai dit, il n'a pas écouté dès le début, c'est normal qu'il soit un peu, qu'il se trompe. En fait, c'était toi, hein? Hein? Ok. Il prend pour lui, il est... Tu encaisses alors. Ouais. Donc voilà, on a parlé de la distinction entre forme structurelle qui est devant vous. C'est quoi la forme structurelle d'un modèle macroéconomique? C'est voilà, c'est-à-dire et qui contient surtout les équations de comportement, les conditions d'équilibre et les équations de définition, n'est-ce pas? Ici, en plus, vous avez des contraintes budgétaires, c'est aussi des obligations. L'État doit rester en équilibre, par exemple. D'accord? Ça, c'est la contrainte budgétaire des ménages. Le revenu doit être égal à leurs dépenses, etc. Ceci forme ce qu'on appelle la forme structurelle d'un modèle. Donc, la forme structurelle d'un modèle, elle donne ce que cette théorie-là, dans ce cas-là, l'école néoclassique, comment elle voit l'économie, la macroéconomie. Il faut distinguer cette forme structurelle qui est posée par la théorie de
Voilà. Regardez ce qui est écrit devant vous, là. Qu'est-ce que vous lisez, là? Qu'est-ce que vous lisez? Vous n'arrivez pas à lire, c'est tout petit. Qu'est-ce que vous lisez en titre? Qu'est-ce que vous lisez? Oui, la résolution du modèle donne sa forme réduite. C'est quoi une forme réduite? C'est l'idée que dans la forme structurelle du modèle, vous avez des variables exogènes et endogènes partout dans les équations, n'est-ce pas? Et le but du modèle, c'est quoi? C'est de déterminer les niveaux d'équilibre des variables endogènes du modèle, c'est-à-dire les variables qu'on cherche à déterminer. On cherche à les déterminer grâce à la connaissance des variables exogènes, n'est-ce pas, qui sont connues ou imposées de l'extérieur par l'État, par exemple, comme le niveau de dépenses ou le niveau des taxes. Et on veut passer de cette forme structurelle qui décrit le fonctionnement de l'économie à une forme réduite dans laquelle on a à quoi est égale chacune des variables endogènes en fonction uniquement des variables exogènes. C'est-à-dire, on arrive à résoudre le modèle dans le sens où c'est comme si vous aviez un système d'équations avec des connus et des inconnus dans tous les sens. Je ne sais pas si vous vous rappelez au lycée, quand vous avez fait un système à deux équations, par exemple, simultanées, deux équations, ou trois ou quatre. Et on vous dit, résolvez ce système. Vous allez faire quoi? Vous allez faire en sorte que vous mettiez les inconnus à gauche et les paramètres et les variables connues à droite. N'est-ce pas? Vous dites que vous avez résolu le système, n'est-ce pas? Vous avez trouvé les inconnus en fonction des connus. D'accord? Ceci s'appelle résoudre un système d'équations. Ici, c'est la même chose. Le modèle qu'on a vu tout à l'heure, ce modèle-là, voilà, ce modèle-là, on va faire en sorte que l'on mette Y, le taux d'intérêt, qui est une variable endogène importante, le salaire réel, on va les mettre toutes à gauche pour les définir, trouver à quoi sont-elles égales en fonction des variables uniquement exogènes ou des variables connues. On dit qu'on a résolu le système. Et le système qu'on trouve de ces équations qui donnent chacune à quoi est égale une variable endogène à l'équilibre de cette économie s'appelle la forme réduite du modèle. Pensez simplement à la forme réduite d'un système d'équations simultanées. Vous avez tous fait un système d'équations au lycée? Système d'équations vous donne 3 équations ou 2 quand c'est plus simple, avec des connus et des inconnus, n'est-ce pas, mélangés. Ça s'appelle la forme structurelle. Et après, on vous dit, résolvez ce système. Ça consiste à faire quoi? À mettre x à gauche de l'équation, x égale, et y égale.
uniquement en fonction de paramètres connus. Vous dites que vous avez résolu le système. Vous avez obtenu la forme réduite du système. Ici, on fait la même chose. C'est quoi les inconnus, les variables endogènes qu'on cherche à connaître dans son modèle? Ce sont Y, le taux d'intérêt, la variable salaire réel, voilà, toutes les variables d'équilibre qui étaient au départ inconnues. On les retrouve. Cette forme-là s'appelle la forme réduite du modèle. Donc, le modèle consiste d'abord à comprendre comment il fonctionne. C'est le paragraphe fonctionnement du modèle, l'analyse des différents marchés, etc. Et ensuite, la résolution du modèle consiste à trouver les niveaux d'équilibre des variables de l'économie, des variables inconnues, des agrégats inconnus, et des variables aussi. Donc, surtout Y, qui est inconnu, on va savoir à quoi est égal le PIB de l'économie, à quoi est égal la quantité d'emplois, le chômage, à quoi est égal le salaire réel dans ce pays, à quoi est égal le niveau général des prix dans ce pays. Tout ça, c'est des variables endogènes. On va les déterminer en fonction des choses connues. Les choses connues, par exemple, c'est les dépenses de l'État, les taxes de l'État, c'est, par exemple, la fonction de production, comment elle est exprimée, c'est, quoi encore, la quantité de monnaie dans l'économie. Voilà comment fonctionne un modèle. Maintenant, voilà la distinction, si vous voulez, entre forme structurelle, qui est devant vous, qui comporte 16 équations. Vous voyez, dans les 16 équations, si vous prenez, par exemple, cette équation-là, MD égale fonction de W sur P. Dans la forme réduite, vous allez trouver W sur P égale. D'accord? Et W sur P, on la note en général en économie, W sur P étoile, ça veut dire le niveau du salaire réel quand l'économie est à l'équilibre. On l'expose, on lui rajoute un exposant étoile pour dire la valeur à l'équilibre. Le taux d'intérêt ici, il est à droite, eh bien, il va passer, il deviendra à la forme réduite, petit r étoile, le taux d'intérêt réel de l'économie à l'équilibre, petit r étoile égale, et vous avez son expression uniquement en termes de valeur connue. On dit qu'on a résolu le modèle. Ce n'est pas ce travail-là que je vais vous demander d'apprendre, juste comprendre comment les économistes travaillent un modèle. Je ne vous demande pas de savoir tourner ce modèle, mais juste de savoir comment cette maquette est construite, à quoi elle sert. Vous comprenez? Je ne vais pas vous demander, voilà, ce modèle, résolvez-le. D'accord? Trouvez la forme réduite. Je n'ai pas envie que vous appreniez ça. J'ai envie justement que vous comprenez comment se présente un modèle macroéconomique dans sa forme structurelle, comment on le lit. Voilà, vous avez une forme structurelle devant vous. Le bloc le plus important, c'est le dernier, c'est les comportements. Ce sont ces équations-là qui viennent de la théorie économique. Parce que ce modèle néoclassique-là, il nous dit comment se comporte l'offre de travail des salariés, par exemple. L'équation numéro C13. Cette équation-là, C13. L'offre de travail des travailleurs dans cette économie. Eh bien, vous allez, dans un modèle keynésien, vous allez trouver autre chose. Donc, les différences entre les formes structurelles viennent des différences des théories. D'accord? Il ne faut pas l'oublier. Voilà, si vous voulez, comment se présente le modèle néoclassique macroéconomique.
Un point très important dans cette présentation, un point très important, c'est le point qui a rapport avec ce que j'ai expliqué la semaine dernière et que j'ai posté dans les vidéos. C'est la distinction entre la sphère réelle et la sphère monétaire. Vous voyez que toutes ces équations, de la première jusqu'à la 15e, elles concernent, au plus vous voulez, plus simplement, dans les équations de comportement, de la 11, 12, 13, 14 jusqu'à la 15. Ce sont des équations qui concernent uniquement la sphère réelle de l'économie. C'est-à-dire, quand vous avez Y, c'est Y réel, c'est-à-dire en volume, si vous voulez. Ce n'est pas en monnaie, ce n'est pas le PIB nominal, ce n'est pas le PIB en euros, c'est le PIB, je n'allais pas dire, on ne dit pas en quantité, mais vous devez le comprendre comme ça, en quantité. On dit en volume en général. C'est-à-dire sans l'expression monétaire. Ce n'est pas en euros. L'épargne aussi, c'est une épargne réelle. La C14, c'est une épargne réelle. L'investissement, c'est un investissement réel. Donc, toute l'économie est décrite dans sa version réelle de la sphère réelle, sans intervention de monnaie du tout. Et la dernière équation, C16, c'est tout simplement l'équation de la théorie quantitative de la monnaie, qui, elle, décrit le fonctionnement de la sphère monétaire. Donc, le modèle tel qu'il est présenté ici, modèle néoclassique, c'est un modèle dichotomique. On dit qu'on a une vision dichotomique de l'économie parce qu'on distingue les deux sphères. La C11 jusqu'à C15, c'est que des paramètres, que des variables réelles. La C16, c'est la partie monétaire de l'économie. Alors, je vais l'expliquer, cette équation. Elle dit que M exposant D, la demande de monnaie, divisé par le niveau général des prix, vous aurez MD sur P. MD, c'est la quantité de monnaie, donc c'est une chose monétaire, nominale. Divisé par le prix, ça devient une quantité de monnaie réelle. C'est quelque chose d'oxymorique, pas facile à comprendre. La monnaie divisée par les prix, parce que la semaine dernière, j'ai parlé de pouvoir d'achat. Est-ce que j'ai parlé de dichotomie? La quantité de monnaie demandée divisée par les prix, c'est en fait la quantité, les économistes appellent ça la quantité réelle de monnaie, c'est-à-dire la quantité de monnaie exprimée en termes de ce qu'elle peut permettre d'acheter et non pas en termes de euros ou dollars. Si je vous dis, c'est ça l'exemple que j'ai pris à vos camarades la semaine dernière, si je vous dis votre patron vous propose une augmentation de salaire de 50%, vous serez content ou non? Bien sûr, vous serez content. En fait, vous ne devrez pas être content. Pourquoi? Parce qu'il se peut que dans la même période, les prix auraient augmenté de 100% et vous serez perdant. Donc, votre salaire qui est nominal en euros, il faut le rapporter au niveau général des prix, à l'inflation, si vous voulez, pour avoir la véritable augmentation de votre niveau de vie, de votre pouvoir d'achat. Donc, les néoclassiques parlent toujours en termes réels. Même quand une chose, une quantité de monnaie, ils la divisent par le niveau d'inflation
pour avoir son niveau réel, pour avoir son montant réel. C'est quoi le montant réel d'une monnaie? C'est ce qu'elle permet d'acheter en biens et en services. Donc, la quantité de monnaie réelle, M divisé par niveau général des prix, est égale à une proportion K de Y, K fois Y. Y étant un PIB réel, et petit k est un paramètre positif. L'expression qui vous est donnée là, c'est l'expression tout simplement de la théorie quantitative de la monnaie. Alors, je vais la rappeler, la théorie quantitative de la monnaie. Si vous avez des doutes, regardez la vidéo dans laquelle j'explique la théorie quantitative de la monnaie. On a dit que c'est la quantité de monnaie demandée en termes réels doit être égale à K fois Y. Bon, ça, c'est l'expression même d'une autre façon d'écrire la théorie quantitative de la monnaie. C'est la même chose. Pourquoi c'est la même chose? Parce que la théorie quantitative de la monnaie s'écrit comme ceci. Ça s'écrit M V égale P fois Y. M, c'est la quantité de monnaie. V, petit v, si vous voulez. Petit v, c'est un paramètre qui s'appelle la vitesse de circulation de la monnaie. Y, c'est le PIB réel. Et grand P, c'est le niveau général des prix. Voilà comment s'écrit la théorie quantitative de la monnaie. Elle s'écrit comme ceci. Eh bien, ça, c'est la même chose que ça. Si vous écrivez ceci comme transformer ça, vous aurez MD égale donc ça, si vous voulez, voilà, si vous avez ça, B, vous aurez MB égale. C'est une autre expression, si vous voulez, de la théorie quantitative de la monnaie. Avec 1 sur K qui devient la vitesse de circulation de la monnaie. Alors, je vais expliquer un petit peu cette théorie quantitative de la monnaie. Alors, même pour ceux qui ont bien compris la théorie quantitative de la monnaie et qui ont écouté la vidéo où je l'explique, je vais ici l'expliquer encore d'une autre façon. Est-ce que j'ai expliqué pour vous ce que c'est la vitesse de circulation de la monnaie? Non? A priori, non. Hein? OK, vous verrez l'explication dans la vidéo, mais je vais la reprendre d'une autre façon. Donc, je le dis pour ceux qui sont de votre groupe, mais pour les autres groupes aussi. C'est une notion qu'on comprend mieux en l'expliquant de plusieurs façons. Alors, comprenez bien que la petite subtilité dans l'équation de la théorie quantitative de la monnaie, c'est ça. C'est quoi la subtilité ici? C'est que vous avez
B, c'est un paramètre. Vous vous rappelez ce que c'est un paramètre? J'ai expliqué? C'est-à-dire qu'en général, c'est quelque chose qui est stable dans le long terme. Elle ne change pas. Hop. Elle ne varie pas dans le temps. Elle peut varier, mais à long terme. Quelque chose qui est stable, qui dépend des habitudes d'utilisation de la monnaie dans une économie, par les gens, comment ils ont l'habitude de payer. En gros, quelle est leur habitude de faire circuler la monnaie? On appelle ça la vitesse de circulation de la monnaie dans un pays. On comprend mieux cette idée en se rappelant que à droite de l'équation, vous avez quelque chose d'abstrait qui est le niveau général des prix, mais quelque chose qui est très concret qui est Y. Rappelez-vous, Y, c'est un stock ou un flux? Plus fort? Un flux. Donc, c'est défini sur une période de temps, une année, par exemple. Et à gauche, la variable importante, c'est M. L'autre, c'est un paramètre. Et M, c'est un flux ou un stock? La quantité de monnaie, c'est un flux ou un stock? Non, un stock. J'ai expliqué plusieurs fois que ce qui est capital, ce qui est monnaie, ce qui est argent, tout ça, c'est des stocks. Donc, vous avez l'égalité entre un stock et un flux. Ça n'a pas beaucoup de sens. D'accord? Ça peut avoir un sens lorsqu'on rajoute la vitesse de circulation. Pourquoi? Parce que la vitesse de circulation de la monnaie veut dire que, regardez bien, essayez de bien comprendre cette image que je vais donner. La banque centrale, par exemple, d'un pays, elle donne une quantité de monnaie dans le pays. C'est elle qui la fixe, d'accord? Fixe la quantité de monnaie dans une économie. Elle pense que cette quantité de monnaie dans l'économie suffit pour cette économie, suffit pour cette activité de cette année. C'est-à-dire que pour réaliser cette activité ou ce PIB, par exemple, 100 milliards suffisent pour les échanges, les transactions, les productions, les investissements, tout ce que vous voulez. Donc, elle injecte un stock de monnaie qui va être échangé pour permettre de créer un certain niveau de PIB. Donc, vous avez un stock qui permet un flux. Suivez là? Mais ce stock ne va pas rester sous forme de stock. La définition de la monnaie, c'est qu'elle doit circuler. Elle n'a pas de sens, la monnaie, quand elle est stockée. Ça ne sert à rien. Le stock de monnaie dans les comptes de la Banque centrale, c'est un stock. Mais dans l'économie, c'est un truc qui tourne, qui circule. Et à la vitesse à laquelle il circule, il donne la véritable quantité de monnaie, c'est-à-dire son utilisation. Si vous donnez dans une économie 100 milliards d'euros et que cette période-là, cette économie le fait tourner très vite, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de circulation de la monnaie. Ça donne un certain PIB. Mais si la même quantité de monnaie, elle ne change pas d'une main à l'autre, elle ne circule pas assez vite, le même stock de monnaie ne circule pas assez vite, pour des raisons faciles à imaginer.
n'est-ce pas, une récession, un ralentissement de l'économie. Vous imaginez que la même quantité de monnaie, le même stock, qui circule moins vite, va permettre de créer moins de PIB. Vous essayez d'imaginer ça? Oui ou non? Non? Non. Je reprends. Je reprends. L'idée des néoclassiques, c'est que ce n'est pas la quantité de monnaie, enfin, ce n'est pas l'idée des néoclassiques, excusez-moi. L'idée de la vitesse de circulation de la monnaie veut dire que ce n'est pas la quantité de monnaie toute seule qui est importante pour comprendre le fonctionnement de l'économie. C'est aussi cette quantité de monnaie, à quelle vitesse elle est échangée dans l'économie. Si la vitesse de circulation de la monnaie est double, c'est comme si on avait doublé la quantité de monnaie avec une vitesse divisée par deux. Si on vous donne 100 milliards dans une économie qui fait circuler la monnaie à une vitesse V, c'est comme si on vous donne 2 fois plus de monnaie, 200 milliards, et que cette économie la fait marcher à une vitesse moitié moins que la première. Si vous faites circuler, si une économie fait circuler plus vite la monnaie, c'est comme si elle avait plus de monnaie pour la même vitesse que précédemment. C'est facile à imaginer ça. Donc, les économistes considèrent que cette vitesse de circulation de la monnaie dans une économie est un paramètre qui dépend des habitudes sociales et financières de cette économie et qu'il est un paramètre stable. Il ne change pas facilement. Vous allez dans différents pays, vous verrez les habitudes de paiement, les habitudes de faire circuler la monnaie. Il y a des gens, il y a des pays où vous rentrez et dans les caisses, on sort du liquide, on commence à compter les billets. C'est une habitude. Dans d'autres pays, c'est différent. Il y a des pays qui cherchent à faire du cashless economy, c'est-à-dire une économie où il n'y a pas de cash. Et vous avez... mais la vitesse, ce n'est pas seulement le fait de circuler les billets, c'est aussi la vitesse de transaction. Et donc, on considère que ce paramètre-là, il est stable. Et donc, quand on donne la quantité de monnaie, avec une quantité de monnaie donnée de manière exogène par la Banque centrale, connaissant la vitesse, on est capable de dire si on a déterminé le niveau général Y du PIB dans la sphère réelle, déterminé de manière indépendante de la monnaie, un niveau d'équilibre qui dépend uniquement dans nos équations tout à l'heure, c'était l'équation C11, je crois, c'est ça, où vous avez Y égale A fois N D à la puissance alpha, d'accord? Si vous avez ND connu, A connu, alpha connu, vous avez Y. Y, donc, est connu en dehors de la sphère de la monnaie. Si on le connaît,
Et quand on connaît la quantité de monnaie offerte par la Banque centrale et la vitesse qui est stable, alors on peut déterminer le niveau général des prix. Et donc, la sphère monétaire, régie par cette TQM, ne sert qu'à connaître le niveau général des prix de l'économie. Après avoir déterminé le niveau général du PIB réel dans la sphère réelle. Et donc, cette partie-là qui décrit la sphère réelle et cette équation-là qui détermine la sphère monétaire sont totalement séparées. C'est ça ce qu'on appelle la dichotomie de l'économie dans la logique néoclassique. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo là pour insister sur cette distinction entre forme structurelle et forme réduite d'un modèle et comment est construite l'architecture, comment est faite l'architecture du modèle néoclassique. Je vais le remettre. Le modèle néoclassique, il est devant vous. Ça, c'est sa forme structurelle, n'est-ce pas? Dans une autre vidéo, j'expliquerai, mais sans trop de complications, comment on passe de cette forme structurelle à la forme réduite. Ce n'est pas pour la beauté de la chose, ce n'est pas beau du tout, mais simplement pour comprendre la logique du raisonnement néoclassique en économie. La clé de voûte de ce passage de la forme structurelle qui est devant vous à la forme réduite qui permet de déterminer les valeurs d'équilibre qui sont surtout le PIB Y, Y étoile, qu'on appellera plus tard, parce que étoile veut dire à l'équilibre, et les variables importantes comme le salaire réel, le taux d'intérêt, l'emploi, le niveau général des prix, etc. Eh bien, la clé de voûte de ce passage, c'est la place du marché du travail dans cet équilibre général. Le marché du travail, c'est la clé de voûte du raisonnement néoclassique. C'est-à-dire que le premier marché qui doit s'équilibrer par la loi de l'offre et de la demande particulière de ce marché va déterminer des variables, va irriguer tout le modèle et va déterminer toutes les autres variables de cette économie néoclassique. C'est ça que je vais expliquer dans la vidéo prochaine. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je vais arrêter là la vidéo et puis j'écoute vos questions.